si vous voulez bien maintenant continuer justement avec ce regard qui n'est pas autre mais qui est différent de Nicolas. Voilà, alors, bon, il y a une chose, enfin, c'est peut-être pas vrai personnellement, mais il est marié avec personne, Nicolas. C'est-à-dire qu'avec aucune Nicolas Wüst, hein, donc d'une structure qui s'appelle Nova Free, qui est un valaisan en Suisse, marié avec personne, et donc regard objectif, si vous voulez, et c'est un peu ce qu'on lui demande sur l'aide à la décision tous azimuts, c'est-à-dire à la fois de l'utilisateur mais aussi du prescripteur. Comment vous faites et comment vous en êtes arrivé là, Nicolas, à toi? Donc bonjour. En effet, marié avec personne, mais amoureux d'une vigneronne. Donc une vigneronne qui est équipée d'un exosquelette, puisque c'est un domaine d'activité qui demande à souvent être penché en avant, soit pour la taille, soit pour les vendanges. Et donc voilà, ça c'est la petite introduction. Moi, mon arrivée dans le monde de l'exosquelette, il est complètement par hasard parce qu'il a un lien avec le Japon, puisque à l'époque où je travaillais à la Poste Suisse comme responsable de l'innovation opérationnelle, c'est le directeur de la Poste qui revenait du Japon et qui a vu à l'aéroport du personnel équipé il ne savait pas quoi sur le dos, mais pour manipuler les bagages. Alors il m'a dit, tu as terminé un tel projet, s'il te plaît, intéresse-toi à cela pour nos équipes. Et donc, je suis parti à la découverte de ce monde-là, de l'exosquelette. J'y ai rencontré rapidement Japet et Anaïs, ou Anaïs et Japet. Et puis je me suis passionné pour ce monde-là, tout en découvrant, non pas des failles, mais en tout cas des difficultés. Et quand vous dites que c'est plus aisé pour un grand groupe de se donner les moyens, d'essayer de donner une chance aux exosquelettes, c'est vrai. Parce qu'il faut déjà quelqu'un qui fasse cette étude de marché, quelqu'un qui s'y intéresse, qui le comprenne, ça met du temps. Et dans une petite structure, c'est souvent pas le cas. Et ce que j'ai décidé par la suite, c'est de tirer parti des difficultés que j'avais eues moi-même pour essayer de faciliter la vie de clients et de faire un intermédiaire entre les fabricants et le besoin. Voilà. Donc, pour revenir au thème qui nous intéresse aujourd'hui par rapport au côté plutôt santé, je suis très content de faire connaissance avec Jean-Édouard aujourd'hui parce qu'on est sans le savoir, on travaille sur un même secteur d'activité dans les soins et donc dans la rééducation, réadaptation. Et donc en Suisse, il y a un grand pôle qui s'appelle la SUVA qui chapeaute tout cela. Et puis moi, j'ai démarré des tests il y a 6 semaines de cela. Et puis j'apprends que Jean-Édouard est aussi avec ses exosquelettes pour un autre type d'activité. Donc il y aura sûrement des synergies à trouver. Et ce que je peux voir et ce que je peux dire, et pour la Suisse, si on peut passer sur le slide d'après, voilà. Peut-être encore après, puis on reviendra sur celui-là. Voilà. Donc c'est peut-être ça qui est un petit peu barbare pour Anne-Marie quand elle dit que le Suisse est un petit peu carré et structurant. En tout cas, on aime bien les processus en Suisse, ça c'est vrai. Ce qui nous permet de... Mais les processus vivants. Vivants. Mais là, c'est un exemple concret d'un projet qui était pilote et qui ne l'est plus. On a non pas des départements chez nous en Suisse, mais des cantons, mais c'est le même principe. Et chaque canton ou chaque département a sa propre assurance invalidité. Donc c'est quelque chose d'institutionnel. Et le rôle de ces caisses-là, comme tu l'as dit Anaïs, c'est de maintenir en emploi les personnes qui pourraient l'être. Donc ça se passe avec un tel schéma. Et le premier schéma, donc encore une fois depuis le début aussi, et c'était une des difficultés que j'avais à la Poste, c'était notre client interne ou externe, finalement, il a une pathologie, il a mal, et moi, ingénieur en mécanique, qui suis-je pour interpréter ce mal, sachant qu'en plus j'ai envie que la solution que je propose soit satisfaisante. Donc j'ai décidé d'éviter ce conflit d'intérêts et de travailler avec des thérapeutes. Des thérapeutes, là en l'occurrence c'est des ergothérapeutes, qui font une analyse thérapeutique de la situation. Ensuite on regarde, avant même de parler d'exosquelette, comment on peut trouver des solutions organisationnelles ou techniques pour essayer de faciliter la vie de la personne concernée. Et quand on n'y arrive pas, on arrive et on passe à la solution exosquelette. Et à ce niveau-là, la difficulté que j'ai eue avec l'institution, c'était, elle me disait, mais nous, on ne veut pas travailler avec Nicolas parce qu'on ne veut pas faciliter Nicolas par rapport à Anne-Marie ou à Anaïs ou à d'autres. Et c'est là qu'en présentant le slide de tout à l'heure, j'ai fait une présélection, mais ce n'est pas exhaustif, des modèles que de mon expérience,
sont soit en prévention ou soit pour de la remise, du maintien en emploi, sont satisfaisants. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais c'est ceux qui marchent bien. Et si on revient sur l'autre process, voilà. Donc, une fois que finalement, il y a eu l'analyse thérapeutique qui dit oui, on a regardé tout ce qui pouvait être fait en amont et il y a réellement un besoin d'exosquelette pour pouvoir maintenir en emploi un collaborateur. Alors à ce moment-là, ils font appel à moi. Je vais sur place, j'évalue la place de travail, la tâche, et puis c'est là que je fais une sélection et je n'arrive jamais avec un seul modèle. J'y arrive avec plusieurs modèles parce que c'est une de mes constatations aussi. Vous pouvez être 3 à faire la même tâche. Et puis finalement, on peut aller jusqu'à 3 solutions différentes parce qu'on touche l'être humain, on est sur le côté physiologique. Il n'y a pas de règles, il n'y a que des cas. Donc c'est ce que je propose. Et dans finalement les devis que je fais à cette institution, la seule chose qui est fixe, c'est mon accompagnement. Mais les modèles sont mis à disposition, sont essayés. Et puis ensuite, il n'y aura de facturation que sur le modèle qui est... donc ça permet au niveau des décideurs de maîtriser les coûts, de savoir ce qu'on fait, de démocratiser un petit peu la chose. Est-ce que tu peux donner un exemple? Quand on avait parlé en préparant cette table ronde, tu m'avais cité un exemple précis où tu disais donc, sur lequel il y avait dans une entreprise un individu, une personne, hein, donc, qui est analysé du côté de sa fonction et de son métier, du côté aussi de ses risques et de ses pathologies. Tu avais dit, bon, j'ai choisi 3 trucs parce que systématiquement c'est 3, je pensais à un, et finalement, c'est pas du tout celui-là. Si tu peux réexpliquer ce cas-là, parce que finalement, encore une fois, ce que tu disais très juste, c'est qu'il n'y a pas de règle, il n'y a que des cas. Ça, c'est génial. Bravo pour la formule, je leur piquerai. Hein. Alors, c'est vrai, c'était dans ce cas de figure-là, c'était pour un peintre. Et puis, pour les plâtriers, une des activités les plus astreignantes, c'est vraiment les peintures des plafonds. Et si on a des grandes halles à faire, c'est vraiment très, très lourd. Et donc, il y a des modèles qui permettent le soutien des bras. Donc, j'étais assez convaincu que des modèles qui sont aujourd'hui tout à fait adaptés remportent l'adhésion. Et puis, contrairement à ce que je pensais sur les différents modèles qu'il a choisis, il a choisi un maintien lombaire parce que c'était principalement là qu'il avait mal. Et puis, il avait une sensibilité aux épaules, historique ou physiologique ou génétique, je ne sais pas. Et donc, voilà, typiquement, c'est un monde où c'est comme la dégustation de vin, il faut être prêt à se tromper. D'où les vignerons et les vigneronnes. Et les grands discours polémiques là-dessus, on aurait plein de choses culturelles à dire. Mais oui, voilà, donc ce qui est je crois que ta notion de cas et d'examen très attentif du cas qui est la situation de travail, le métier, l'état de la personne, c'est vraiment, on est sur un chemin d'objectivation pour aider. Moi, ce que j'ai vu de l'extérieur, c'est qu'aussi, il y a toute une partie préliminaire qui est les types de cas qui justement peuvent se poser, le type finalement de muscles ou d'articulations qui sont sollicités, des solutions possibles, et après, il n'y a que le terrain, finalement, et la personne, d'ailleurs, c'est pas un terrain, c'est un mix des deux, qui fait que tu peux aider, finalement, à poser un diagnostic, mais qui n'est pas immédiat, qui, là aussi, demande un minimum de maturation et de temps, c'est ça, hein. Pour exprimer encore cet écart qu'on peut avoir dans l'appréciation des solutions donc d'assistance. Sur une même tâche sur un toit, c'était pour de l'étanchéité, ça c'est un retour d'il y a quelques semaines. Il y a deux opérateurs qui font la même tâche, et puis il y en a un qui voulait, tout ce que je lui ai proposé, ça ne lui convenait pas parce qu'il n'aime pas être équipé de quoi que ce soit, parce qu'il a un petit peu quelquefois mal au dos et c'est pas grave. Et j'en ai un autre qui au début était assez prudent, et qui, lui, ne le quitte plus parce qu'il n'avait jamais osé le dire à son employeur, mais ça faisait plus de 10 ans qu'il se réveillait chaque nuit avec des douleurs dorsales, des tensions dorsales entre 2 et 4 heures le matin. Et depuis qu'il portait un système d'assistance, il a récupéré ses nuits. Il m'a dit ça les yeux humides. Et puis, voilà, quand on se dit qu'on a bien fait de se lever le matin, mais sachant, je n'écarte pas non plus le collègue d'à côté pour qui ça n'a pas fonctionné. Ouais.
Oui, merci. Donc, importance de la considération personnelle. Je reviens sur ce que tu disais sur, je n'allais pas dire votre ancêtre parce que ça ne serait pas très gentil, de Jean-François Crépeau, mais là, c'était aussi, on le sentait, n'avoir jamais vraiment osé, même pour lui-même, formaliser le fait qu'il était complètement cassé, quoi, et que le soir, il rentrait, et qu'il s'affalait dans son canapé, et qu'il pouvait, en gros, plus rien faire. Donc, importance du facteur perso. Merci, Nicolas.